Invité spécial, format spécial. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre de notre podcast C'est juste une question de temps, Jean-Louis Billon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Louis Billon est, d'après plusieurs classements, le premier employeur de Côte d'Ivoire avec plus de 30 à 33 000 personnes qui travaillent dans son groupe, mais aussi, d'après les classements Forbes, la première fortune de Côte d'Ivoire. C'est donc quelqu'un qui, quand il s'agit de parler d'argent, sait de quoi il s'agit. Et avec lui, nous allons donc parler d'argent, mais beaucoup plus que d'argent. Nous allons parler aussi de sa vision, de développement, de comment on fait pour sortir nos pays de la pauvreté, de stratégies que l'on peut mettre en œuvre. Et c'est juste hyper passionnant. Il ne se défile face à aucune question et il répond à toutes. On parlera même de l'actualité des coups d'État. Il nous dira quelle est sa perception des choses. On parlera de la relation entre la France et ses anciennes colonies. On parlera de ses activités, de son groupe, du business qu'ils font. Mais il donnera aussi des conseils à tous ceux et toutes celles qui veulent améliorer leurs finances, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, il répond à tout. L'autre très bonne nouvelle, c'est que Jean-Louis sera avec nous à Paris le 30 septembre et le 1er octobre à Back to Africa pour parler à la diaspora, pour vous expliquer pourquoi vous devez absolument venir en Afrique, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Afrique, mais surtout, qu'est-ce que l'Afrique va vous apporter. Et ça, cette partie-là, elle est juste énorme. Lui aussi, il a été dans la diaspora, en France, puis aux États-Unis, avant de revenir s'installer en Côte d'Ivoire. Il va nous parler de la compétitivité. Comment nos pays peuvent être beaucoup plus compétitifs parce qu'en fait, c'est la clé de voûte pour exploser sur le plan économique. Être compétitif. Nos pays ne le sont pas assez. Et on verra bien évidemment ceci en long et en large dans cette émission et avec en projection Back to Africa dans quelques semaines. Pour ceux d'entre vous qui vont découvrir Jean-Louis au travers de cette interview, cette interview vaut largement le détour. Pour ceux et celles qui ne le connaissent bien évidemment pas encore. Je profite de ce podcast pour vous rappeler que notre promotion pour avoir une offre intéressante pour venir à Back to Africa expire aujourd'hui. Ça veut dire que si vous voulez venir à Back to Africa en bénéficiant d'une très bonne promotion, c'est maintenant qu'il faut prendre votre place. Vous allez sur notre site afriquediaspora.com ou alors dans la barre de description, simplement, vous avez un lien qui vous conduit tout de suite pour bénéficier de la promo. Mais ce soir, c'est le dernier rendez-vous. Passez ce soir, vous allez devoir payer beaucoup plus cher. Ce serait dommage de payer plus cher ce que vous auriez pu avoir à tarif réduit. Pour écouter Jean-Louis, pour écouter les autres intervenants d'exception que nous avons dans le cadre de ce forum, prenez votre place, ça vaut largement la peine. Je ne vous en dis pas plus, cédons tout de suite place à Jean-Louis pour un podcast d'exception. Bonjour Jean-Louis Billon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler d'argent, de finances. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis tout simplement Jean-Louis Billon, Oui. Citoyen ivoirien. D'accord. C'est une présentation très modeste. Quand on sait toutes les casquettes que tu arbores, tu es à la tête aujourd'hui d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises qui est reconnu comme étant le premier employeur de Côte d'Ivoire. Bon, anciennement ministre. La famille Billon est une famille d'industriels, acteurs économiques en Côte d'Ivoire depuis toujours. Et donc, nous sommes surtout connus, et moi-même, comme industriel,
dans l'agro-industrie, dans l'import, dans l'export, dans la manutention maritime. Donc voilà, nous sommes des acteurs économiques, d'abord. Et ensuite, tu as été ministre de la République en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu des fonctions publiques, mais d'abord maire, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, conseiller économique et social, président de région, député, ministre. Oui, plusieurs casquettes. Ouais, voilà. Donc, quand mais la principale reste le côté économique, parce que je considère que c'est l'économie qui assure le développement d'un pays. Justement. Avec des assistants qui sont les politiques. Justement, l'une des premières questions qu'on pose dans ce podcast concerne la richesse. Mais il y a un paradoxe qui est assez frappant en Afrique, c'est que les pays africains sont les pays dits riches en termes de matières premières, mais les Africains sont pauvres. Comment ça s'explique? Alors, en 2023. L'Afrique est riche et les Africains sont pauvres. Oui, tout le monde dit ça. Je dirais tout simplement, on va être riche. Je pense que les Africains seront riches en tant que nation, en tant que peuple, dans un avenir proche. Il faut voir qu'on sort du sous-développement et que c'est maintenant qu'on doit avoir des plans stratégiques pour assurer ce développement et cette richesse. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas les plans stratégiques, nous n'avons pas la compétitivité nécessaire pour que nos pays deviennent riches. Il nous faut plus de matières grises. On peut être très riche sans aucune richesse dans le sous-sol. Le Japon l'a démontré, d'autres pays l'ont démontré. La Corée. Voilà. À choisir entre la matière première et la matière grise, tu ferais le choix de la matière grise? Oui, bien sûr. Parce qu'avec la matière grise, vous pouvez aller chercher les matières premières ailleurs. Est-ce que les Africains travaillent assez sur la matière grise? Non, pas suffisamment. Pas suffisamment. Et même, il faut qu'on fasse attention à un phénomène aujourd'hui, c'est que nous formons beaucoup de compétences, et ces compétences vont se vendre ailleurs qu'en Afrique. Et ça, c'est dommage. Donc nous perdons aussi nos ressources humaines. Nos meilleures ressources humaines, tout simplement parce que ces ressources humaines-là vont trouver ailleurs réponse à leurs préoccupations. Il faut que nos pays puissent répondre aux préoccupations des jeunes Africains. Pourquoi est-ce que vous voulez vivre en Europe, en Amérique ou en Asie au lieu de vivre en Afrique? Tout simplement parce que vous trouvez plus de liberté, plus de démocratie, plus de santé, plus d'écoles, plus de liberté. Est-ce que c'est pas aussi parce que ces pays-là se vendent mieux que les pays africains? Parce que parfois, les gens arrivent en Europe et ils sont désillusionnés. Ils s'attendent à un paradis. Oui, mais parce que personne ne part de chez soi de gaieté de cœur. Donc si certains vont tout simplement en se privant de beaucoup de choses, travailler en Europe ou ailleurs dans des conditions extrêmement difficiles pour amener un minimum de revenus à la famille restée en Afrique, c'est pas une bonne chose. On doit pouvoir leur offrir l'environnement le plus favorable pour que ce travail soit fait ici dans des conditions décentes et vivre décemment de ses revenus. Alors, ta famille, tu l'as dit, est une famille qui est dans l'industrie. Quels sont les produits aujourd'hui que vous transformez en Côte d'Ivoire? Un produit transformé en Côte d'Ivoire, nous avons l'EVA, même si ça va en grande partie à l'export, le palmier à huile, la canne à sucre, le riz, même le riz local, on importe du riz et on achète aussi du riz local. Donc voilà, c'est essentiellement ces produits. Alors, sur lequel de ces produits, pour le riz, on a déjà eu la réponse, sur lequel de ces produits la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui autosuffisante? C'est-à-dire qu'elle produit assez pour toute sa population? Pour toute sa population, bon, l'EVA, sauf que l'EVA, on ne le consomme pas ici, oui. On ne le transforme pas ici non plus, c'est-à-dire pour le pneumatique et tout ça, on aurait pu avoir des usines. Mais pourquoi ce n'est pas fait en tant qu'industriel? Parce que le marché n'est pas là. Okay. Le marché n'est pas ici, et puis... il y a des voitures ici. Oui, non, mais pas suffisamment. D'abord, pas suffisamment. Ensuite, parce que nous n'avons pas une industrie compétitive. Si la compétitivité était là, je pense que les grands industriels de l'automobile se mettraient pas loin des lieux de production et le feraient. Mais il faut voir aussi que pour l'EVA, c'est un mauvais exemple, parce que l'essentiel de la matière première pour le pneumatique, c'est le caoutchouc synthétique.
Oui, maintenant, oui. Ouais, Oui. Donc c'est plutôt le pétrole. Ou les dérivés du pétrole. Est-ce à dire que d'ailleurs l'EVA tel qu'on le connaît est appelé à mourir? Non, il faut toujours un peu de caoutchouc naturel pour faire une synthèse, une recette qui aboutit au meilleur pneumatique possible. Il y a toujours un pourcentage. Ce sont ces ingénieurs-là qui décident. Et en fonction de l'application d'un pneumatique, il y a plus ou moins de caoutchouc naturel dedans. D'accord. Ouais. On en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. La matière grise a permis de pouvoir passer d'une grosse dépendance au caoutchouc naturel. Alors, bon, il y a deux produits que nous avons, le sucre et le caoutchouc. C'est intéressant parce que ce sont les guerres qui ont fragilisé ces produits-là. Les guerres napoléoniennes, quand Napoléon avait perdu la bataille navale, il a demandé à ses chercheurs de trouver du sucre à tout prix. Donc, la betterave à sucre a été trouvée et cultivée, et la France a produit du sucre avec la betterave. Puisque la route des îles étant fermée, il n'avait plus de canne à sucre. Donc voilà. Et les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, privés de caoutchouc naturel, ont sorti le caoutchouc synthétique. Donc ça, c'est les effets de la guerre, parce que malheureusement, il faut reconnaître que les guerres accélèrent la recherche-développement dans un esprit de destruction pour remporter la guerre. Et ça fait certaines avancées parfois. Voilà. Oui. Donc pour revenir au sujet sur les matières premières que vous transformez et l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire. Et l'autosuffisance, donc, ce serait le palmier, où nous exportons de l'huile de palme raffinée. Et nos capacités installées sont supérieures à la production locale, la consommation non, à la consommation sous-régionale. Okay. Sur le plan national, autosuffisant, mais comme nos industries sont dimensionnées pour transformer plus d'huile de palme brute, on est obligé d'en importer, parfois du Ghana, parfois d'Asie, pour la transformer ici et vendre dans la sous-région. Mais en espérant que nous aurons plus de planteurs en Côte d'Ivoire, de palmiers, pour pouvoir saturer nos propres usines. Mais pourquoi continuer de miser sur l'huile de palme alors que c'est une huile qui est de plus en plus contestée à l'international? Elle a très mauvaise presse, l'huile de palme. Alors, elle a très mauvaise presse par ses concurrents, pas par ses consommateurs. L'huile de palme n'est pas mauvaise, il ne faut pas croire. Ils ont essayé de faire croire que l'huile de palme était mauvaise pour la santé, ça n'a pas pris. Ensuite, ils sont passés sur l'environnement, la destruction des forêts, les singes, et ceci, cela. Ok. Toutes les cultures enlèvent les forêts pour favoriser la culture. Si vous faites du blé, vous avez enlevé vos forêts en Europe. Mais personne ne conteste la production de blé. Voilà. Personne ne conteste la production d'huile de tournesol alors qu'on a enlevé des forêts entières pour pouvoir avoir des tournesols à ces endroits-là. Donc c'est le lobbying. Oui. Il faut le savoir. Il y a des batailles économiques dans le monde qui font qu'on veut positionner plus l'huile de soja, l'huile de tournesol que l'huile de palme. Comme par enchantement, pour illustrer mon propos, comme par enchantement, la guerre en Ukraine a amené une pénurie d'huile de tournesol. Et qui est le premier importateur d'huile de palme aujourd'hui? Les pays qui contestaient l'huile de palme. C'est vrai ça? C'est vrai. Ils ont même autorisé les industriels à changer les étiquettes en disant, bon, on est obligé de changer les étiquettes pour mettre huile végétale, ceci, cela. Mais c'est de l'huile de palme. Voilà. Waouh. Tout simplement. Et revenons en arrière, il y a quelques années, l'appellation chocolat, l'Union européenne avait décidé que pour être appelé chocolat, il faut un certain pourcentage de beurre de cacao et de masse de cacao. Et ils avaient dit, pour conserver cette appellation,
on va autoriser un apport de matières grasses végétales autre que le cacao. Et nous étions battus contre cette mesure de l'Union européenne. Et parmi les matières grasses acceptées, il y avait, tenez-vous bien, l'huile de palme. Donc, ces mêmes pays qui réclamaient plus d'huile végétale, notamment l'huile de palme, dans le chocolat, sont les mêmes qui contestaient ensuite. Ce ne sont que des batailles économiques. Il faut le savoir. Et il faut éviter de se faire avoir à chaque fois. L'huile de palme est l'huile la plus consommée au monde. En Asie, Indonésie, Malaisie, Chine, toute cette partie du monde consomme essentiellement de l'huile de palme. Ils ont une espérance de vie supérieure à la nôtre. Nous consommons l'huile de palme, ça fait partie de nos habitudes alimentaires. Donc je vois pourquoi on va remplacer l'huile de palme par l'huile d'olive. Bon, donc soyons sérieux. Oui. Soyons sérieux. Que chacun défende son économie. Notre huile est très bonne, elle a ses vertus. Utilisons-la. Voilà. Donc en fait, en gros, l'huile de palme a encore de très beaux jours devant elle. Non seulement elle a encore de très beaux jours devant elle, mais elle va aller en augmentation. Ah oui. Oui. Suite à la crise. Et puis même, et alors c'est marrant, vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a eu une flambée du pétrole. Oui. Ces mêmes pays sont venus nous voir pour faire du biodiesel avec de l'huile de palme. Donc ça veut dire quoi? Que pour l'énergie, c'est bon, déforester, mais pour l'alimentaire, non, parce qu'on a ce qu'il faut. Non, soyons sérieux. Double discours. Voilà. En fonction des intérêts. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas être naïf, parce que malheureusement, parfois, on tombe dans ces discours et on... Oui, complètement. Et puis, il y en a qui ne sont pas avertis et qui se laissent avoir. Ouais. Voilà. En tout cas, moi, je consomme de l'huile de palme, je me porte très bien. Voilà. Moi aussi, d'ailleurs. Pour ce qui est donc de l'huile de palme, ok. Mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres secteurs dans lesquels les pays africains ont pourtant sur place de la matière première, on ne soit pas autosuffisant? On ne les transforme pas. Oui. C'est notre manque de compétitivité. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et pourtant, ça revient moins cher d'acheter le cacao en Côte d'Ivoire, de le transporter par navire à Singapour, à Berlin, à Paris, à Chicago, à Amsterdam, le transformer dans ces pays-là, plutôt que de le transformer en Côte d'Ivoire. J'ai plus vraiment les chiffres en tête. Il y a quelques années, la tonne transformée était à $150 dans les pays que je viens de citer, quand nous, on était à $300. Waouh! Et le même rapport dans beaucoup de produits. Donc ce manque de compétitivité nous interdit la transformation sur place. Mais qu'est-ce qui fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas compétitive? C'est pourtant un pays qui est très attractif. C'est un ensemble de facteurs. Premier facteur, la logistique. Je donne comme exemple la logistique. Pourquoi? Parce que nous avons le port d'Abidjan. Oui. C'est l'un des plus grands ports de la côte. De la côte, mais qui est un port qui a un défaut de compétitivité extraordinaire. Au point où nous avons la tonne transportée entre le port d'Abidjan, donc sortie du port, livrée à Yopougon, qui est un quartier d'Abidjan, la tonne transportée la plus chère au monde. Voilà. Un point, un trait. À partir de là, vous ne pouvez pas être compétitif. Attends. À Yopougon, on a une zone industrielle. Oui, on a une zone industrielle. Les matières qui sortent du port. Pour alimenter la zone industrielle. Lorsque vous avez le transport, déchargement du navire, entreposage, pris dans un camion livré à Yopougon, vous recevez la facture, c'est le plus cher au monde. Le plus cher au monde? Ah ouais. Je compte parmi les ports dûment référencés, voilà. On ne peut pas prétendre être compétitif. Quand on se bride nous-mêmes notre économie en mettant un monopole au port, alors que dans le monde entier, les ports ont des opérateurs en compétition qui font baisser les coûts. Oui.
Nous avons un monopole que l'État a préféré mettre en place au détriment d'autres opérateurs, et ça engendre cela. Voilà. Mauvais choix. Alors, manque de plan stratégique. Ce que les Américains appellent un master plan, manque de plan stratégique. Il y a un plan aujourd'hui. La plupart des pays africains ont des plans horizon 2025, 2030, 2035. Oui. Beaucoup ont des plans. Mais peut-être qu'ils ont des mauvais plans. Peut-être. Voilà. Oui. Le professeur de classe dirait peut mieux faire. Souvent, il y a des choses qui se font, on ne questionne pas les acteurs économiques, et nous, on voit des aberrations se faire. Je vous ai dit tout à l'heure pour le port, c'est la même chose dans beaucoup d'autres secteurs. Vous savez pertinemment que cette décision est mauvaise pour l'économie. Les gens qui dirigent sont brillants, ils sont intelligents, ils ont de beaux parcours. Ils comprennent comment ça marche. Mais qu'ils posent la question aux sachants, au lieu de prendre la décision dans leur coin tout seul. Et là, vous aurez fait la différence. Ok. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la première économie en Afrique francophone, toutes régions confondues, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Et quand on voit justement la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire est, et là, le constat que tu fais du manque de compétitivité, on peut être très inquiété pour les autres pays. Bon, d'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a toujours été, dans la sous-région, la première économie. Et par le passé, elle était même première des premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le Nigeria qui est devant nous, mais nous étions devant le Nigeria dans les années 70-80. Ah oui? Oui, on était devant le Nigeria. Devant le Ghana? On était devant le Ghana, on était devant tous les pays d'Afrique occidentale jusqu'en Afrique de l'Est, on était premiers. Devant le Kenya, devant tout le monde. Le Kenya, peut-être pas. Mais on était vraiment une des économies les plus en avance du continent africain. Aujourd'hui, on l'est moins, beaucoup moins. On a perdu en compétitivité, on a perdu en attractivité, on s'est fait dépasser par beaucoup de pays. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on a eu un leader charismatique qui était resté trop longtemps au pouvoir. L'attente de l'après Houphouët nous a pénalisés, on est rentré en crise politique et tout ça. Donc on a perdu du terrain. Et nous devons rattraper pour pouvoir être là où on aurait dû être. On devait être beaucoup mieux que cela. Ce que l'on voit aujourd'hui, on oublie qu'il y a 10-15 ans, il y a eu 10-15 ans de perdu. Entre-temps, des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie, ont fait des bonds beaucoup plus importants, alors qu'on était quasiment au même niveau. Ça, c'est un constat. Quand on parle de compétitivité, il faut voir que nous avions des usines de montage automobile, technologie comme radio, télévision, tout ça qu'on a perdu. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, c'était attractif et compétitif de le faire en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Vous demandez à un industriel, venez faire une usine de montage automobile en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne viendra pas. Sauf si vous lui verrouillez un marché monopolistique complet. Mais au Ghana à côté, là, justement, on a juste vu... C'est en train de se faire. Voilà. Parce qu'il y a une volonté réelle de la politique. Voilà. Et ces véhicules qui sont fabriqués au Ghana, dans quelques années, avec la libre circulation, vont inonder le marché ivoirien. Oui, avec la CEDEAO, tout simplement. Ils sont supposés rentrer dans un marché commun. Et c'est nous qui, autrefois, livrions des véhicules dans la sous-région. Le Nigeria aussi avait une usine de montage qu'elle a perdue. Donc, il y a toujours un grand débat sur le politique et l'économique. Qui développe un pays ? Qui a le plus d'impact pour le développement d'un pays ? Ça reste l'économique. Au final, c'est l'économique. Mais au départ, c'est le politique. C'est le politique qui met en place l'environnement. C'est le politique qui met en place les mesures d'accompagnement, la fiscalité, les infrastructures qu'il faut, une zone industrielle où vous avez une rotation logistique dans la même journée plutôt que 3 seulement en un mois. Bon. Donc, tout ça,
concourt à améliorer votre compétitivité, votre attractivité, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Et partout où il y a des libertés, liberté d'expression, liberté de réunion, vous avez plus de liberté d'entreprendre, le pays s'enrichit plus facilement. Les populations sont plus riches quand elles sont plus libres. Donc il faut favoriser ça. L'argent rentre là où il sait sortir. Ça, c'est une règle élémentaire. Si vous investissez quelque part et que vous ne saurez pas faire sortir votre argent de là-bas, vous n'y allez même pas. L'argent, ça, c'est un problème pour les pays africains. L'argent va là où il peut sortir. Oui. Voilà. Mais les pays africains garantissent la possibilité pour les investisseurs de repartir avec leur argent. Oui, mais si entre-temps, vous avez investi et qu'on vous a bombardé de fiscalité inattendue. Comment ça, inattendu? Inattendu parce qu'on change les règles du jeu à tout va, sans vous alerter, ou bien pour colmater le budget de l'État, on est obligé de faire des contrôles intempestifs. Voilà, là vous avez un problème. C'est très simple. Moi, il y a un Américain qui m'a invité à déjeuner une fois pour me dire qu'il se retirait de Côte d'Ivoire, et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit: la Côte d'Ivoire me pose un problème fiscal. Voilà sa réponse. La Côte d'Ivoire me pose un problème fiscal. Je ne peux pas tout expliquer à ma hiérarchie, donc autant fermer et puis aller là où on s'en sort mieux, tout simplement. Sachant que les pays dans le monde sont dans une vraie bataille pour attirer les investisseurs étrangers. Oui, bien sûr. Moi, j'étais aux États-Unis il y a quelques années quand une grande firme allemande décidait de s'installer pour une usine de montage. Les États se sont battus pour accueillir la marque. C'était à qui offrait le meilleur avantage. Et puis au final, c'est en Caroline du Sud ou du Nord, je ne sais plus, que cette entreprise s'est installée. Mais c'était beau à voir. La panoplie d'avantages que l'on offrait à cette entreprise, ne serait-ce que pour l'accueillir dans un des 50 États américains. Mais alors, aujourd'hui en Afrique, l'Afrique a beaucoup de mal. La Côte d'Ivoire, je pense, fait aussi partie des pays qui ont beaucoup de mal à capitaliser sur leur diaspora. On a des diasporas très brillantes, qui sont très, très efficaces à l'extérieur. Moi, je milite beaucoup pour le retour des diasporas en Afrique. Mais on a le sentiment que nos pays ne savent pas se vendre, ou alors parfois même qu'elles négligent la diaspora. Quel est ton regard sur l'apport que la diaspora pourrait avoir et comment est-ce que c'est traité de nos jours? Alors, je pense que de nombreux pays ont gagné le pari du développement grâce à la diaspora. Tout à fait. De nombreux pays, ces dernières années, se sont enrichis grâce à la diaspora. On a vu le bond fait par l'Éthiopie, mais l'Éthiopie, c'est vraiment le retour des enfants d'Éthiopie qui a porté ce pays là où il est aujourd'hui. Même si malheureusement il est en crise, mais ça va se résorber et ils vont repartir de plus belle. Nous, beaucoup de notre diaspora vit une certaine déception en revenant, ne peut-être pas trouver les marchés qu'il faut, ou alors même tout simplement construire une maison. Ce que je peux expliquer, c'est que quand vous avez pris des habitudes dans un pays hyper organisé, où les lois sont claires, où pour obtenir un papier, vous obtenez le papier après tant d'heures ou tant de jours de demande dûment formulée, et que vous arrivez en Côte d'Ivoire, et que vous devez faire face, malgré tout ce que l'on dit dans nos discours, en disant que vous pouvez monter une entreprise en quelques heures, ceci et cela. Quand vous devez aller acheter un terrain, et que ce terrain, il y a un litige foncier dessus, que vous avez du mal à obtenir les papiers, que vous avez du mal à faire venir l'électricité ou l'eau dans telle zone, que vous avez... Bref, c'est décourageant. Et beaucoup de nos frères finissent par se décourager en disant « mais je ne comprends pas, je fais ceci et cela ailleurs et je n'arrive pas à le faire
à la maison. Moi-même, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, je travaillais aux États-Unis et quand je suis rentré, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec toutes ces procédures. C'était incroyable, quoi. Je suis allé au greffe du tribunal pour obtenir un papier une fois, ce papier sortait jamais. Donc bon, il y a ça qu'il faut corriger. L'administratif, ouais. Pas oublier que l'administration est là pour offrir un service public. Autant on est exigeant envers une entreprise pour la qualité de son service, autant on doit être exigeant vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'administration, pour le service public de qualité qu'elle doit offrir. Quand vous avez cette transparence dans les différents coûts des documents et des procédures que vous êtes amené à exécuter pour l'obtention de telle autorisation ou ceci, il n'y a aucun problème. Mais quand vous naviguez dans un environnement de demande et de ceci et de cela, quelqu'un de bien formaté, il perd son latin. Là, vous m'avez posé la question de savoir c'est l'économique ou bien le politique qui fait. Là, c'est vraiment le rôle du politique. Il ne faut pas oublier que le politique est au service d'eux. Il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas penser que parce que vous êtes ministre, la population est à votre service. C'est vous qui êtes au service de la population. C'est vous qui êtes au service de ce que votre département ministériel représente. Donc, et un fonctionnaire est au service du peuple. Et c'est souvent le contraire qu'on observe. Hein. C'est même une fonction très noble, oui. D'être au service du peuple. Et malheureusement, c'est souvent le contraire qu'on observe. Oui. Et tous nos frères qui vivent ailleurs, la qualité du service public, ça les agace. Ils trouvent ça extrêmement injuste. Oui, clairement. J'étais en Inde récemment et je discutais avec un Indien de la diaspora qui est retourné en Inde, justement la diaspora française. Et je lui demandais, mais comment expliquer le gros boom de l'Inde, ainsi de suite. Il me disait, mais la diaspora a joué un rôle très important, très très important. L'Inde a su rapatrier une grosse partie de sa diaspora nord-américaine au travers d'une politique, justement, qui était très connue. Les gens de la diaspora avaient un statut particulier en Inde. Ils avaient même des institutions particulières. C'est-à-dire que quand ils voulaient un document, ils allaient dans des institutions bien précises. Bien précises. Parce que ça allait être rapide, ça allait être ainsi de suite. Il dit qu'il y avait même une police pour eux. C'est-à-dire que si quelqu'un se faisait agresser et qui était de la diaspora et qu'il allait se plaindre dans cette police, c'était la police la plus efficace du pays. Eux, ils retrouvaient les voleurs. Tellement pour dire qu'il y avait une vraie volonté d'essayer de colmater toutes les... Et ça m'a surpris de voir à quel point il me dit, et ça a fini par payer. Aujourd'hui, c'est par... Il y a d'autres pays. Le Maroc a eu une politique il y a quelques années très agressive vis-à-vis de leur diaspora pour faire rentrer des ressources humaines, faire revenir des investisseurs marocains qui étaient partis ailleurs. Et ça s'est plutôt très bien passé. On voit les résultats aujourd'hui. Oui, on voit les résultats. Et nous, on devrait prendre exemple sur ces pays-là. Alors, en tant qu'industriel, il y a toujours tout à l'heure, tu as parlé du problème de compétitivité. L'autosuffisance alimentaire. Comment on fait pour s'en sortir ? Est-ce que ce n'est pas absurde qu'avec tout le potentiel que l'on a en Côte d'Ivoire, dans l'essentiel de nos pays, qu'on ait encore du mal à se nourrir ? Toi, tu es agro-industriel, tu es d'ailleurs le premier employeur de Côte d'Ivoire. C'est combien de personnes aujourd'hui d'ailleurs ? 33 à 35 000. 33 à 35 000. Bon, ce sont des activités à haute intensité de main-d'œuvre. Oui. Plantation, DVA, de palmiers, sucre. Mais nous avons 500 et 600 cadres quand même. Donc oui, nous restons. Mais bon, ça peut paraître beaucoup, mais il y a des entreprises dans le monde qui ont plus de 100, 150 000, 200 000 employés. Des multinationales. Oui. Ouais. Bon, c'est relatif. Mais c'est un chiffre dont tu es particulièrement fier quand même ? L'employabilité ? J'aurais plutôt aimé dire que nous gagnons
énormément d'argent. T'es pas lié? Non, c'est pas lié. Vous pouvez avoir 50 employés et gagner énormément d'argent et puis en avoir 500 et ne rien gagner du tout. Non. Par contre, la même entreprise aux États-Unis, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus. Simplement à cause de la fiscalité. Quand je vois ce que nous payons aux banques et aux impôts, rapportés aux États-Unis, parce que là-bas, on sait à peu près ce que l'on paye en impôts, et ce que l'on paye aux banques, parce que le coût de l'argent est moins cher qu'ici. Vous vous retrouvez avec 70% de gains en plus. 70%? Ben oui, vous avez une pression fiscale de l'ordre de 30% là-bas. Ici, quand on vous dit que vous avez une pression fiscale de 15% ou 17%, vous vous rendez compte que vous payez plus près de 60 à 70% que de... Mais oui, il y a de la fiscalité partout. Ok, oui, détournée, c'est-à-dire qu'il y a... Non, elle n'est pas détournée. Oui. Quand je dis détournée, c'est pas l'impôt... Oui, toutes sortes de fiscalité. Oui. Toutes sortes de fiscalité, plus les contrôles intempestifs que vous subissez. Vous n'avez pas tout ça dans des pays bien organisés. Mais les contrôles, de temps en temps, c'est normal de contrôler. Oh non, je ne conteste pas le contrôle. Mais il y en a trop. Et nous savons pertinemment que c'est pour colmater le budget de l'État. C'est pas... voilà, c'est tout. Pourquoi vous devez subir un contrôle général tous les 3 ans? Parce que la règle au départ disait, vous ne pouvez pas avoir un contrôle général tous les ans. Il faut au moins 3 ans entre un contrôle général et un autre contrôle général. Ça, c'était pendant la crise ivoirienne, entre 2000 et 2010. Il y a un DG des impôts qui a dit, bon, comme on a besoin d'argent, mettons le contrôle général tous les 3 ans. Et c'est resté. Alors que vous pouviez avoir un contrôle général tous les 9 ans, sous le président Houphouët-Boigny, ou tous les 12 ans. Et le reste du temps, c'était des contrôles spécifiques. Et c'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça en Europe et tout. Mais nous avons des équipes entières qui répondent à la demande de documentation, qui sont là, on se demande pour qui on travaille, quoi. C'est ça. Hein? Ce que tu dis là, c'est une parenthèse, ça me rappelle une discussion que j'ai eue une fois qui m'avait beaucoup surpris avec un chef d'entreprise au Cameroun. Il dirige une succursale de supermarché, un peu comme ici on a les enseignes Carrefour. Lui, il a vraiment beaucoup d'enseignes comme ça dans le pays. Et il disait que l'année dernière, il a subi, quand on compte, toute proportion gardée dans tous ses centres commerciaux, direction générale, 360 contrôles. À 70, ça fait un contrôle par jour. Absolument. Et il demande, tu travailles quand? Ça ne m'étonne pas, parce que nous, on subit les impôts, la douane, la CNP, ainsi de suite. Bon, à un moment donné, on se dit... Et souvent, ils arrivent ensemble. Donc, on a fini par se parler en disant, écoutez, quand il y en a un, on écrit aux autres pour dire, il y en a déjà un. Attendez la fin. Mais bon, ça reste ridicule. Il faut qu'on se dise la vérité, ça reste ridicule. Et si c'est possible, pourquoi? Parce que nous sommes des économies petites, finalement. Si vos équipes ont le temps de le faire autant de fois, c'est que votre économie est petite. Mais quand vous avez une économie beaucoup, beaucoup plus large, eh bien, quand vous avez fini de faire le tour, il y en a chez qui ça prend 20 ans. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout simplement. Bon, donc, on a encore une économie petite. Et il faut souhaiter la voir grandir. Et pour la voir grandir, il faut lui accorder plus de liberté, plus de compétitivité. Donc, il ne faut pas qu'on se morde la queue. Tu disais tout à l'heure qu'un pays dans lequel il y a plus de liberté, tu as beaucoup insisté sur la notion de liberté. Mais on pourrait dire qu'il y a de la liberté dans nos pays. Plus vous avez de liberté, plus le pays a une capacité d'entreprendre et de s'enrichir. Les pays les plus libres au monde sont les pays les plus riches au monde aujourd'hui. La Chine. Oui, la Chine. On dit qu'ils ne sont pas libres. En tout cas, ils ne sont pas démocratiques. Si, ils ont une démocratie. Aujourd'hui, attention, après l'histoire de Tiananmen, la Chine a fait une transformation extraordinaire. Ils ont introduit
plus de liberté tout en restant avec un parti unique. Ce que nous avons vécu, nous, dans les années 60 aux années 80, en Côte d'Ivoire, il y avait le parti unique, mais il y avait la démocratie au sein du parti unique. On ne vous pénalisait pas par rapport à vos opinions et on vous laissait entreprendre comme il faut. La Chine est également riche à cause de son nombre. Mais je peux dire une chose, c'est que la Chine serait beaucoup, beaucoup plus riche si elle avait encore plus de démocratie et plus de liberté. Beaucoup plus. Parce que pendant longtemps, l'île de Taïwan était plus riche que la Grande Chine. C'est vrai. C'est vrai. Et Hong Kong était plus riche que la Grande Chine. C'est vrai. Voilà. Le peu de liberté qu'elle a ajouté lui a donné ce bond extraordinaire. Parce qu'il était interdit autrefois de faire des affaires en Chine. À partir du moment où on a libéralisé l'économie chinoise, boum, il a fait un bond extraordinaire. Donc, tu es optimiste pour l'Afrique? Tu penses que oui, l'Afrique va pouvoir capitaliser sur ses richesses, qu'elle va pouvoir s'enrichir? Oui, je le suis, parce que bon, l'Africain, dans sa nature, est un homme libre. Et dans notre région, l'Afrique de l'Ouest, on est très libre. À la limite, la plus grosse contrainte, ça reste le politique qui nous apporte des freins. Mais dans notre fonctionnement, dans notre mode de vie, la manière dont on quitte un pays pour aller vers l'autre, travailler à gauche et à droite, investir à gauche et à droite, on est libre. Il faut débrider nos économies, tout simplement. Le jour où on va bien les débrider, qu'on mette la compétitivité qu'il faut, on sera parti. Ça, j'en suis convaincu. Alors, mais toi, tu as été ministre. Donc, tu as travaillé aussi, finalement, activement, à rendre la Côte d'Ivoire plus compétitive. Ce que tu dis là semble évident. Il ne faut pas être allé à Harvard pour mais pourtant, autour de moi, lorsque j'expliquais, beaucoup ne comprenaient pas. Quand j'ai parlé de faire venir de choisir un cabinet international pour travailler sur la compétitivité, on m'a dit non, on peut penser nous-mêmes. Et ça, c'était dommage. Ça a été retoqué une première fois. Et ce n'est que la deuxième fois, on a pris une institution, ce n'était pas un cabinet international, avec l'appui du Premier ministre de l'époque, M. Duncan. Et c'est là que lui-même a fini par imposer. Mais au départ, les autres avaient dit non, on peut faire nous-mêmes. On ne peut pas faire vous-même. Vous ne savez pas comment fonctionne le port de Singapour ou celui de Dubaï. Sinon, vous n'auriez pas fait ce choix-là au niveau du port d'Abidjan. Voilà, soyons clairs. Donc, il faut avoir beaucoup voyagé, avoir comparé les différentes économies pour vous rendre compte que y a des erreurs qui ont été commises dans une partie du monde, il ne faut pas la commettre chez nous, ou alors repenser comment on fait certaines choses parce que telle ou telle expérience, malheureusement, l'expérience n'est pas transmissible. Souvent, on veut faire son... Mais avec cette situation, qu'est-ce qui te rend optimiste alors? Pourquoi tu penses vraiment que dans les prochaines années, les Africains vont devenir riches, prospères? Parce que les générations qui arrivent sont beaucoup plus exigeantes. Ok. Les diasporas vont rentrer parce qu'il y a plus de place à se faire ici qu'ailleurs, avec l'Europe qui s'épuise économiquement, l'Amérique qui va s'épuiser, l'Asie qui sait faire elle-même. Donc, où est-ce qu'on aura besoin d'initiatives, d'entreprises, d'investissements? C'est ici. Et la pression qui sera exercée sur le politique sera obligé de travailler avec plus de transparence, plus d'efficacité, avec ce service public de qualité que je réclamais tout à l'heure. Je reste convaincu que l'avenir positif est ici. L'un des gros freins, pour moi, c'est peut-être, il est dans le top 3 en tout cas, de l'émergence de nos pays avec peut-être, c'est la corruption. Comment on vainc la corruption? Par l'exemplarité. Alors. Mais c'est pas le président de la République qui cautionne le fait que un officier de police en route vous réclame... Ça, c'est la corruption visible.
C'est la plus visible Oui. qu'on a sur les routes. D'ailleurs, elle est en train de s'augmenter en Côte d'Ivoire. Je pense que le président de la République il vit une certaine lassitude devant le phénomène, alors qu'au contraire, il faut plus de répression et plus, ça aussi, l'exemplarité. Faut pas. Alors il y en a qui vous disent oui, il faut un bon régime militaire pour que l'ordre revienne. C'est faux. C'est faux. Les démocraties dans le monde fonctionnent correctement et elles reposent sur des lois fortes. Il faut appliquer la loi, tout simplement. Oui. Malheureusement, souvent, c'est ceux qui doivent contraindre l'application de la loi qui sont les plus corrompus. Donc c'est un vrai fléau. Hein. Ça grève la compétition. Quand je parlais du service public, des coûts, de la documentation, des procédures et tout, la corruption rentre en jeu. Et puis il faut dire aux politiques, certains, d'arrêter de se transformer en homme d'affaires. Dans certains pays, c'est interdit d'ailleurs. Oui, dans certains pays, normalement, c'est interdit partout. Soit vous étiez un homme d'affaires avant et vous rentrez en politique, mais vous ne pouvez pas vous servir de la politique pour faire vos affaires. Voilà. Ouais. C'est deux choses différentes. Oui, complètement, oui, je suis d'accord. Il faut voir. Parce que là, vous avez une position dominante d'abus de pouvoir qui est illégale, qui n'est pas normale. On pourrait se dire, oui, mais lui-même qui dit ça, il a été ministre, et il était... pendant la phase ministérielle, est-ce que tu t'es plus aux affaires ? Non, j'ai démissionné de tout. Ah, ok. J'avais démissionné de tout, attention. Hein. J'ai fait les choses dans les règles. Ce qui n'était pas le cas de tous. Je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom. Oui, bien sûr. Mais j'en connais certains qui ont gardé leurs affaires et qui faisaient la navette entre le ministère et leur bureau des affaires tout le temps. Et c'était connu. Et c'est connu. Enfin, je veux dire, c'est de notoriété. Et on dit rien. Est-ce qu'il faudrait que tu tombes pas en Afrique aujourd'hui pour faire changer les choses ? Certains le disent, hein, des dictateurs éclairés. Il y a des gens qui vont être très fermes. Vous n'avez pas besoin d'être dictateur pour être ferme. Un chef est ferme, une administration est ferme. Elle ne fait qu'appliquer la loi. Vous n'avez pas besoin d'un dictateur. Le dictateur éclairé, vous ne savez qu'il est éclairé qu'une fois qu'il a dirigé le pays pendant plusieurs années. Mais c'est vraiment la loterie, cette histoire de dictateur éclairé. Ouais, si vous tombez sur le mauvais dictateur, mais le jour où il veut être empereur, il dit bon, je veux être empereur, et puis on dépense de l'argent pour lui construire un trône, et puis il y en a un autre qui choisit de construire... On y est d'ailleurs en plein là maintenant, avec les différents coups d'État en Afrique de l'Ouest, et depuis quelques jours en Afrique centrale, avec le Gabon. Quelle est ta lecture de tous ces coups d'État ? Qu'est-ce que ça traduit ? D'abord, il faut dire qu'un coup d'État n'est pas souhaitable. Oui. Hein, pour personne, aucun pays, le coup d'État n'apporte quelque chose de vraiment positif. Je pense que ça traduit aussi un agacement ou un échec de certaines démocraties africaines qui ne sont pas de vraies démocraties. Une exaspération, et puis au final, c'est pas le coup d'État qui traduit, c'est le côté manifestation, plébiscite de certaines populations quand elles voient un régime démocratique partir au profit d'un militaire. C'est parce que cette population ne vivait pas une vraie démocratie. Oui. Hein, donc elle finit par se dire, voilà, ils sont venus, ils nous ont promis ceci, ils nous ont promis cela, pourtant ils se sont enrichis, ils ne travaillent pas, et tout, donc on les a chassés, on est content. Le coup d'État est une exception dont il faut se départir très vite. D'abord, il faut remarquer que, malheureusement, il n'y a que sur le continent africain que l'on connaît des coups d'État aujourd'hui. Il y a le régime militaire en Birmanie, il y a eu un coup d'État en Birmanie il y a quelques années, mais tous les autres pays, en Asie, en Amérique latine qui était vraiment le continent champion des coups d'État. Même en Europe, il y avait des coups d'État. Il ne faut pas oublier que la Grèce avait connu un coup d'État dans les années 60-70. Bon. La Roumanie aussi, je crois. Oui, donc
le monde entier en avait terminé avec les coups d'État et subitement, l'Afrique renoue avec les coups d'État. On a à peu près 7. Le Gabon doit être le 7e. Soudan, Gabon, Mali, Burkina, Niger, Guinée, Tchad, voilà. 7 régimes. Si les coups d'État étaient la panacée et que les régimes militaires issus de coups d'État apportaient le développement et la richesse du pays, on le saurait depuis. Oui. Dans le monde, on n'a pas vu ça. Je ne dis pas que les militaires sont incapables. Non, un militaire élu démocratiquement peut aussi bien faire, sinon mieux que n'importe qui d'autre. Mais il joue la règle de la démocratie. Mais en tant que régime qui vient gérer un pays, il a ses limites. Et il bride le pays puisqu'il y a moins de liberté. Oui. Donc, s'il y a moins de liberté, il y aura moins d'entreprises. Oui. S'il y a moins d'entreprises, il y aura moins de richesses. C'est tout. Donc, il peut remettre de l'ordre, tout ça, mais il faut très vite qu'il remette en place les institutions. D'ailleurs, il faut remarquer, de tous les coups d'État, à chaque fois, je me dis quand on entend un coup d'État, je dis, allez, ça y est, ils vont dissoudre la Constitution, dissoudre les institutions, ceci, cela, et puis après, on va pas avoir de perspective. Le dernier coup d'État au Gabon, l'appellation du comité est différente déjà des autres. Oui. Puisqu'il parle dans l'appellation de restauration des institutions. Donc il y a déjà plus d'innovation dans sa vision. Donc espérons que ça se traduise réellement comme ça. Pour les autres, il faut que très vite qu'ils rendent le pouvoir civil et par la suite au civil, et si un militaire veut se présenter, qu'il démissionne de l'armée et qu'il se présente aux élections. Alors, l'une des fortes contestations que l'on voit aussi au travers de toutes ces manifestations, c'est la présence de la France. C'est pas seulement la présence, c'est l'ingérence, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu, de la France au travers des bases militaires, au travers de tous les moyens de pression qu'elle peut utiliser. Est-ce que tu comprends l'agacement de la nouvelle génération face à ce qu'on peut considérer encore aujourd'hui comme des restes de colonialisme? Oui, sous beaucoup d'aspects, je comprends. Quand ce qui révolte tous les Africains, c'est de s'entendre dire au Tchad, oui, le coup d'État, ça va, et puis ailleurs, ça va pas. Oui. Donc, soit vous avez des principes, soit vous l'avez pas. Donc ça finit par agacer. C'est pour ça que les d'autres, peut-être, qui sont pas très contents de leur coup d'État, mais qu'on leur dise qu'ils ont mal fait alors qu'ailleurs, il y en a un qui a bien fait, c'est à se poser des questions. Oui. Est-ce qu'on souhaiterait voir un coup d'État en France demain? Je ne suis pas sûr. Est-ce que demain, s'il y a un coup d'État en France et que le président américain dise bon, il y a des coups d'État qui sont salutaires, ça va leur plaire, et que ça règle une question sécuritaire en Europe? Non, je suis pas sûr. Donc, de ce côté-là, ça a révolté tous les Africains. Maintenant, il ne faut pas mettre tous les mots sur la France. On est responsable de nos destins. On fait nous-mêmes nos propres choix. Avoir la France et d'autres pays comme partenaires économiques, c'est une bonne chose. Il ne faut pas être focalisé sur une nation. Je pense que pour nous, aujourd'hui, même si nous sommes un pays francophone, il ne faut pas chasser un ami pour un autre. Au contraire, mais est-ce que c'est pas le narratif, on devrait avoir le maximum d'amis possible. Mais est-ce que c'est pas le narratif qu'on veut faire croire en disant que le départ de la France est en gros derrière, poussé par la Russie, comme si les Africains n'étaient pas capables de choisir leurs amitiés, justement? Bon, la Russie, l'Europe, l'Amérique ont toujours été en confrontation sur des terres ailleurs que les leurs. Donc pendant la guerre froide, ça se jouait. Ouais. Il faut savoir ces choses-là. Abidjan était considéré comme un allié de l'Occident. Conakry était considéré comme un allié de l'Est. Au point où, dans les cibles
atomique dans le monde, les Russes avaient choisi Abidjan et les Américains avaient choisi Conakry. Mais ça, c'est connu. C'est pas un secret. Hein. C'est-à-dire que on se provoque, on lance la bombe atomique dans telle ou telle zone dans le monde, mais pas chez nous. Hein. Bon, voilà quoi. Et c'est un peu ce que c'est à nous de savoir. Mais quand tu dis à nous... à nous, Africains. Oui, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que les gens vont retorquer en disant le poème, c'est que les Africains ne sont pas libres de d'élire leurs dirigeants? Parce que c'est toujours la même chose quand on dit tel dirigeant a été démocratiquement élu, tel dirigeant... Mais aujourd'hui, dans beaucoup de pays en Afrique, on a le sentiment qu'il est difficile, par la voie des urnes, de réellement avoir l'expression populaire. Parce que les élections sont biaisées, parce que les opposants politiques sont mis en prison, parce que nous n'avons pas de démocratie bien accomplie. Une démocratie, d'abord, ça coûte cher. Et il faudrait qu'on puisse s'asseoir et avoir des règles démocratiques réelles. Sinon, c'est vrai que le jeu, en ce moment, il n'est pas très net. Dans beaucoup de pays. C'est pour ça aussi que quand il y a eu des coups d'État dans certains pays, il y en a qui ont applaudi en se disant, bon, voilà, il a joué en se faisant réélire bizarrement et on l'a chassé. Mais quand on a une démocratie imparfaite, on a des institutions faibles, on reste un État fragile, un État sujet à coup d'État. Et quand on a un coup d'État en chasse un autre. C'est-à-dire que la manière de faire partir le régime militaire en place, c'est un autre régime militaire. Oui, bien souvent. Donc, on rentre dans un cycle d'instabilité qui n'apporte rien de bon à notre économie et à notre social. On dit d'une démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes. Mais ça reste le moins mauvais des systèmes. Oui, il y a mauvais. Donc, voilà. Allons vers des démocraties mieux construites. Et ça, c'est le vrai défi que nous avons pour le futur. On sait qu'il nous faut des démocraties. Quel type d'institutions nous devons avoir? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pour moi, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante et un certain nombre d'autres institutions et fonctions dans le pays, les membres et le président devraient être auditionnés au lieu d'être nommés par le président qui va choisir quelqu'un proche de son parti, proche de ses convictions. Il y a de quoi être dubitatif par rapport au résultat démocratique qui sortira. Quand tu dis auditionner, un peu comme les juges de la Cour suprême aux États-Unis. Exactement. Par des commissions parlementaires. Et on valide ou on invalide. Et ces commissions parlementaires sont composées de membres de la majorité et de l'opposition. Et quand ils sont validés, on a confiance en ces personnes. Donc il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Ouais. Mais bon, encore faudrait-il qu'on le fasse et qu'il y ait cette honnêteté intellectuelle dans le processus de construction de nos démocraties. Aujourd'hui, personne n'a confiance. Il faut qu'on se dise la vérité. On a remplacé les élections organisées par l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets et tout, par la commission électorale indépendante. Elle a des dépendances que son nom. Oui, bien sûr. Soyons sérieux. Indépendance que son nom. Alors, tu as cité dans ta liste le Tchad. Et pourtant, le Tchad, ça ne s'est pas passé tout à fait comme au Gabon, comme des militaires ne sont pas venus déposer le feu Déby. On a plutôt assisté à... Comment on appelle ça d'ailleurs? Non, bon, reprenons le Tchad. Oui. Idriss Déby était arrivé par un coup d'État. Oui. Il a chassé Hissène Habré, qui lui-même avait chassé Goukouni Ouédé, enfin bref. Et puis avant ça, il y avait Tombal Baye. C'est une succession de coups d'État. Bon, Idriss Déby avait remis une constitution et se faisait élire. Donc, là, il meurt.
il y a une constitution qui dit que c'est tel président d'institution qui termine le mandat et organise les élections. Ils ne le font pas et il y a un militaire qui vient qui s'assoit. Les militaires font des coups d'État parce qu'on leur a confié les armes. Pourquoi demain ce ne seraient pas les boulangers qui feraient des coups d'État? Ils pourraient dire, bon, nous, on en a marre, on va faire un coup d'État. Mais ils n'ont pas d'armes. L'avantage compétitif des militaires, c'est qu'on leur a confié des armes. Sinon, ils ne sont pas plus à même que les autres de dire, c'est à nous de diriger le pays. Soyons sérieux. Ouais. Des commerçants, des pilotes d'avion, on peut dire voilà, pourquoi pas tel corps de métier. Mais il y en a à qui on a confié les armes de la nation, et c'est ceux-là qui prennent les armes pour dire bon, c'est nous qui avons un coup d'État. Et le coup d'État constitutionnel, on en parle beaucoup. Le fait de... alors, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais il y a beaucoup de divergences là-dessus. Et c'est un vrai point, parce que c'est beaucoup de nos pays, finalement, francophones, sont concernés par ça. Le fait qu'en cours de mandat, un président, qui a bien souvent la majorité à l'Assemblée, modifie la Constitution pour X, Y, Z raisons, parfois même peut-être valables. Mais cette modification, de fait, justifie le redémarrage du compteur à zéro. Certains considèrent que c'est un coup d'État constitutionnel, d'autres considèrent que c'est parfaitement légal. Mais le problème, c'est que si on considère que c'est légal, ça veut dire qu'on peut finalement, au travers de ce mécanisme, à l'infini, renouveler la Constitution et donc, de fait, repartir à zéro. Et puis commencer le 18e... le premier mandat de la 18e République à chaque fois. C'est ça, oui. Oui, parce qu'il n'y a plus de limite. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais j'ai dit une chose tout à l'heure. J'ai dit, en s'asseyant pour mettre en place une démocratie réelle, en revoyant les institutions, les règles et tout, il faut qu'il y ait au départ l'honnêteté intellectuelle. Malheureusement, c'est la chose la plus difficile à avoir. Oui. Chacun arrive en se disant j'ai un agenda, comment est-ce que je peux rester le plus longtemps possible? Non. Occultons tout, on regarde les textes et on dit voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, faisons de telle sorte. Les Américains ont bâti une nouvelle nation. Ils sont venus de partout ailleurs dans le monde, ils sont arrivés. Les pères fondateurs se sont dit bon voilà, on va mettre en place une constitution. D'abord, c'est un militaire qui a été le premier président, qui a fait la guerre d'indépendance et qui a décidé de partir. Il aurait pu rester. Il a décidé de partir en laissant en place une constitution pour que le pays soit un pays démocratique. Mais comment faire pour s'assurer que la personne qui viendra après ne va pas bouleverser ça? Parce que même si on fait les institutions dont tu viens de parler, on établit les règles, ils vont pas être élus par le président, ils vont être pas... Il n'y a pas vraiment d'assurance. Voilà. Il n'y a pas vraiment d'assurance. La seule assurance que l'on a, c'est un peuple réactif ou pas. Et que le peuple manifeste son opinion clairement en disant on ne veut pas de ça. Donc un peuple éduqué. Oui, un peuple éduqué, un peuple citoyen. Oui, absolument. Ok. Absolument. Mais ce sera plus facile. Ce que je vais dire peut choquer certains. Ce sera plus facile dans un pays plus riche que dans un pays plus pauvre. Dans un pays où les populations ont un niveau de vie plus élevé que bas élevé. Qui va permettre d'être moins corruptible. Exactement, exactement. Qui pourront dire, voilà, le jour où vous allez avoir des bureaux de vote tenus par des volontaires sans réclamer le paiement de quoi que ce soit, de leur présence dans le bureau de vote et que ça se passe très bien, vous aurez gagné la partie. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, dans les pays européens, ceux qui tiennent les bureaux de vote le font volontairement. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas payés. C'est un bon point, oui. Ils ne sont pas payés. Et pourtant, personne ne viendra tricher devant eux. Oui. Mais nous, tant que vous aurez des bureaux de vote avec les assesseurs des différents candidats et qu'il y en a un qui se lève parce qu'il n'a pas reçu ses perdièmes, ou alors que le régime en place, ayant le trésor public entre les mains, va pouvoir
soudoyer les autres, je dis le mot clairement, soudoyer les autres assesseurs, c'est lui qui va rester et qui va gagner les élections tout le temps. Et comment faire pour que l'armée ne soit pas... Pour qu'elle soit républicaine, que ce soit l'armée du pays... Ça viendra des militaires eux-mêmes. L'Amérique latine, je le sais d'un général argentin qui m'a dit il y a quelques années, vous savez, nous on faisait des coups d'État tout le temps. On était une confrérie de militaires d'Amérique latine, on se connaissait les uns les autres, on avait des réunions ailleurs dans le monde et tout ça, dans certains pays, on se connaissait les uns les autres. On savait à peu près, il me dit, pour caricaturer, on savait à peu près que Philippe ici deviendra président du Paraguay dans tant de temps, parce qu'il est programmé pour, et que ce sera son tour à lui de l'être, parce que c'est une entente. Ouais. Bon. Et c'est eux-mêmes qui, un jour, ont dit, bon écoutez, on va arrêter avec les coups d'État, et vous gérez nos nations convenablement. Et chacun a choisi la constitution et la formule qui lui convenait. Le Mexique, par exemple, à l'extrême, a décidé que eux, c'était un mandat de 6 ans terminé, oui, pas renouvelable. Vous pouvez changer la constitution demain, ça va rester un mandat de 6 ans. Parce que ce qu'ils ils ont arrêté. Ça ne va pas remettre les pendules à zéro parce que on a changé, on a ajouté un jour férié et puis on a changé la constitution pour cela, en disant que ça ramène la constitution à zéro. Non. Mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'au fond, c'est la longévité au pouvoir qui pose problème? Des pays comme l'Allemagne ont eu des chanceliers, des chancelières qui ont duré très, très longtemps au pouvoir. Alors là, ça n'a jamais dérangé personne. Mais parce qu'on compare un régime parlementaire à un régime présidentiel. C'est vrai. Le régime parlementaire, autant vous restez au pouvoir, mais vous pouvez partir à tout moment. C'est vrai. Vous donnez l'exemple vous oubliez David Cameron qui n'est pas resté plus de 3 ans à la tête de l'Angleterre parce qu'il a fait un référendum et qu'il a perdu, il est parti. Une fois que vous êtes mis en minorité, vous partez. Angela Merkel est restée longtemps parce qu'elle a composé avec son opposition. À chaque fois. Donc, alors que le régime présidentiel, vous n'avez pas à composer avec votre opposition. Vous pouvez tout faire tout seul. Donc le régime présidentiel, il faut une limitation. Alors soit on choisit un régime présidentiel, soit on choisit un régime parlementaire. Mais souvent j'entends des tenants de pouvoir d'un régime présidentiel dire « Oui, mais vous vous plaignez, mais un tel. » Mais non, choisissez, il faut choisir. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein? On ne peut pas avoir les avantages de tous les systèmes et puis refuser les contraintes. Ouais. Voilà. De l'un et l'autre. Pour sortir de cette interview, je vais quand même te poser les questions classiques qu'on a dans ce podcast. Pour toi, c'est quoi la richesse? Ah, la richesse. Oui. On en a beaucoup parlé sous diverses formes. Être riche, c'est être capable de vivre sans se priver de quoi que ce soit. Alors bon, ça veut dire que quelqu'un peut être riche avec un petit million et puis un autre riche avec 1 milliard. Oui. Mais au moins les besoins primaires, qu'on n'ait pas besoin de s'en priver. Okay. Après, j'avais lu, je ne sais plus, dans un magazine américain, Newsweek ou Business Week, un riche aux États-Unis, son mode de vie avec $1 milliard aux États-Unis, dans un pays africain, à l'époque, je ne sais plus lequel ils avaient choisi, il fallait $100 millions. Donc, très intéressant. C'est-à-dire que ce que vous pouvez vous permettre avec $100 millions dans un pays, il vous faut 10 fois plus dans un autre. Donc, un riche américain n'est pas pareil qu'un riche africain. C'est ça. Donc, il faut relativiser. D'après, oui. Vous pouvez me considérer comme riche en Côte d'Ivoire, mais aux États-Unis, je serais... C'était la question d'après. Est-ce que tu te considères riche dans ton environnement, puisque tu es en Côte d'Ivoire? Non. Par contre, quand vous atteignez un certain niveau mondial, vous êtes riche partout. Oui.
Est-ce que tu es d'accord avec le classement Forbes qui te classe, toi et ta famille, comme la première fortune de Côte d'Ivoire? Je sais pas. Je sais pas. Je vois des trains de vie autour de moi qui m'amènent à me poser des questions par moment que je pourrais pas faire. Et souvent dans le public, c'est assez. Ah oui, des gens en fonction publique qui En fonction publique, qui ont un ouais, train de vie qui me dérange. que même toi, tu aurais du mal à... Qui me dérange. Mais c'est parce qu'ils sont dans la fonction publique ou c'est parce que tu te dis qu'un train de vie comme celui-là est juste Non. Ils sont dans la fonction publique et ils s'achètent un bien que je ne pourrais pas m'acheter aussi vite. Oui, bien sûr. Donc, je ne vais pas dire que nous sommes à la tête d'une entreprise qui, en valeur, a une valeur importante. C'est-à-dire que si demain on décidait de vendre l'entreprise, on pourrait en tirer plusieurs milliards de dollars ou d'euros. Vous avez déjà eu des propositions? On a eu des évaluations, oui. Okay. Donc on sait que c'est une entreprise qui a de la valeur. À nous de la faire gagner en valeur pour les générations futures. De temps en temps, je tombe sur des personnes comme toi qui sont citées dans les classements Forbes avec des fortunes à côté. Et je leur pose toujours la même question. Est-ce que le montant qui est mis à côté est proche de la réalité, inférieur à la réalité ou supérieur à la réalité? En général, il peut être même inférieur. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit c'est inférieur. Souvent, il est inférieur. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que il prend en compte la valeur de l'entreprise à un moment donné et la valeur de l'entreprise cotée en bourse. Ou alors avec un bilan bien clair, précis. Donc c'est la valeur à un moment donné. Sans prendre en compte le portefeuille de vos actifs, donc ils ne peuvent pas savoir. Mais ils ont une évaluation à peu près par rapport à une entreprise donnée. Valorisée. Alors que la personne peut avoir d'autres entreprises. Ce qui est le cas de Dangote d'ailleurs. Toutes ces entreprises ne sont pas valorisées en bourse. Voilà. Donc c'est, de ce côté-là, c'est... Et même la valeur d'une entreprise, parfois vous avez des valeurs cachées d'une entreprise que vous ne pouvez même pas imaginer. Je prends la plus grande entreprise au monde. Je pense que c'est Apple. Si vous la plus grosse capitalisation, en tout cas, si l'année avant qu'elle ne sorte l'iPod, qui a été le produit qui l'a fait rebondir et propulser là où elle est aujourd'hui, parce qu'après elle a décliné l'iPhone et tout ça. Parce que tant qu'elle restait une entreprise informatique pure, vente d'ordinateurs, c'était une entreprise qui avait une certaine valeur, mais qui restait en perte. Qui faisait un beau produit et qui malheureusement était une niche et pas suffisante. Rentable. Alors, dans son portefeuille, elle a l'iPod, mais vous ne le savez pas. Elle a une valeur cachée. Oui. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça, c'était Claude Bébéar à l'époque, le fameux créateur président d'AXA Assurance, qui avait dit on ne pouvait pas savoir la valeur de l'entreprise parce qu'elle peut avoir cette valeur cachée. Recherche et développement quelque part, ou un produit qui est en attente et qui est la pépite future. J'espère que... Et c'est ce que je ressens de ce continent et de ce pays. Ok. Une valeur cachée qui ne demande qu'à éclore. Oui. Tu rejoins finalement Tidiane Thiam qui est très optimiste sur le développement du continent africain. Quand il dit que pour lui, l'Afrique aujourd'hui lui rappelle un peu la Chine dans le début des années 80. Je pense qu'on est tous optimistes pour l'Afrique. Et comme je dis, il y a cette valeur cachée. Pour moi, c'est un bon plan stratégique et tous nos pays d'école. Tous nos pays d'école. Il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers. Les derniers, les premiers. Les derniers, les premiers. Est-ce que tu te considères comme un bon épargnant? Ou alors tu as du mal avec l'épargne? Alors, je n'ai pas de mal avec l'épargne du tout. Il faut s'imposer l'épargne. Pour être riche, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne.
moins que ce qu'on gagne. Donc, il vous faut épargner. Le truc qui tue l'épargne, c'est la politique. La politique, c'est des fonds perdus. Comment ça, quel est le lien? Parce que c'est des dépenses pour se faire élire, pour... oui, tu veux dire à ton niveau. Ok, oui. D'accord, ok. ok. Oui, parce qu'effectivement, du coup, la politique va venir puiser dans ton budget, dans ton budget personnel. Ok, d'accord. Ok. Mais pour quelqu'un qui nous suit et qui veut s'enrichir, tu lui conseillerais quel type de proportion, par exemple? Ça dépend de ses capacités. Ouais. Ça dépend de ses capacités. Il faut commencer par 5-10%. Et s'il peut plus à chaque fois. Ok. Après, à un certain niveau, c'est son épargne qui lui permet de faire le levier pour les emprunts et tout ça. Oui. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la privation? Mais il faut avoir beaucoup d'admiration pour ceux qui commencent tout petits, qui se privent malgré le peu de revenus qu'ils ont, qui arrivent à se priver et créer une épargne à partir de cette privation-là, et de cette petite épargne financer l'agrandissement à chaque fois. Tout à fait. On dit Onassis a commencé en vendant des cigarettes comme ça au détail, il est arrivé à ce qu'il était arrivé à l'époque. Oui. Donc c'est assez remarquable. Ça, par contre, on se demande toujours comment ils font, mais c'est extraordinaire. Pour nous, c'est de famille, c'est par héritage, c'est par continuité, mais on reste admiratif devant ceux qui arrivent à relever le défi et mener ce combat-là. C'est beau. Mais on pourrait penser que c'est simple quand on est héritier, ce qui n'est pas le cas. On a vu beaucoup d'héritiers dilapidés. C'est pas simple, c'est un défi. C'est un défi quotidien, journalier, mensuel, annuel, à chaque fois. Vous avez une entreprise que vous devez faire grandir. Traverser des crises inimaginables. L'entreprise que nous avions il y a quelques années n'est plus la même. Donc bon. Peut-être qu'on peut être dans des métiers qui sont amenés à disparaître et il faut rebondir sur autre chose. Est-ce que tu as été salarié dans ta vie ou toute ta vie finalement tu as travaillé pour l'entreprise familiale? J'ai été salarié, bien sûr. J'ai été salarié en France, j'ai été salarié aux États-Unis. Je suis même salarié. Oui, aujourd'hui, oui, toujours, oui. Le gain vient si l'entreprise gagne. Donc, on est tous au départ des salariés. Quand on est grand dirigeant d'entreprise comme toi, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans ce travail? C'est la prise de décision? Qu'est-ce qui est difficile? Tout est difficile. La prise de décision, un choix, un non-choix, un investissement, un non-investissement. Donc tout est difficile. Parce que bon, contrairement à l'État, l'entreprise, elle gagne ou elle perd. L'État, il perd jamais. Il sera toujours là. Oui. Mais l'entreprise, elle gagne ou elle perd. Et vous pouvez avoir un très beau produit qui ne se vend pas et vous êtes obligé de changer. C'est un défi permanent. C'est une belle leçon d'entreprise. Et qui devrait être beaucoup plus respectée par les dirigeants parce que c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et je pense que les dirigeants africains devraient plus accompagner, plus protéger, plus soutenir leurs industriels, leurs créateurs de richesses. Et les rendre plus forts face à une certaine compétition internationale. La diaspora, quand elle rentre, elle a cet avantage d'avoir des biens à l'extérieur, d'avoir des financements extérieurs ou pas, et de pouvoir avoir des financements ici et acquérir des biens ici. Je prends un exemple financier, tout bête. Moi, pour ouvrir un compte à l'étranger pour mon entreprise, je dois demander l'autorisation à mon ministère de l'économie et des finances. Mais un investisseur étranger qui vient en Côte d'Ivoire, il a déjà un compte à l'étranger. Il ouvre un compte ici. Il a déjà un avantage par rapport à vous. Oui.
dans ces transactions. Il n'y a même pas besoin d'autorisation. Il l'avait déjà. Et vient ouvrir ici. Donc, nous-mêmes, parfois, on ne devrait pas demander l'autorisation. On devrait dire informer. C'est ça, il faut déclarer. Voilà. C'est différent. Bien sûr. Hein, à l'américaine, vous déclarez. Il n'y a pas de problème. On n'a aucun problème avec. Mais à partir du moment où c'est soumis à autorisation et qu'on vous revient avec un non, vous avez pénalisé un investisseur national au profit d'un étranger. Oui. Et si l'étranger vient racheter l'entreprise nationale, ne vous étonnez pas. J'ai dit au départ, c'est le politique qui crée cet environnement, qui donne les conditions pour que l'économique puisse gagner. Mais on devrait faire équipe. Et il faudrait plus de nationalisme économique du côté dirigeant. Mais les dirigeants disent qu'ils ils peuvent pas faire de nationalisme économique parce que nos pays sont tous signataires. C'est des balivernes. C'est des balivernes. Ils peuvent être pénalisés. Ce sont des balivernes, ça. C'est du pipeau. Tous les pays protègent. Les pays qui ont une vraie stratégie, un vrai plan, protègent leurs ressortissants économiques. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. À nous de savoir faire. Ça, franchement, on peut me dire ce qu'ils veulent. On peut. Je sais. J'ai des partenaires étrangers, je sais de quoi je parle. Donc de ce côté-là, il ne faut même pas qu'ils me racontent des histoires. Ouais. Et ils ont souvent eux-mêmes fait la part belle à l'étranger au détriment du national. Presque cadeau, quoi. Et ça, c'est dommage. On arrive quasiment au terme de notre podcast. Un jeune qui nous suit là maintenant, ivoirien, et qui voudrait réussir économiquement. Il se dit, voilà, M. Billon représente aux yeux des jeunes la réussite économique. Quels conseils, 2-3 conseils tu pourrais lui donner? Il en veut, il a faim. Dans le contexte actuel. Hein. Dans le contexte actuel, il a faim. Il veut s'en sortir, il veut réussir financièrement. Et il est où? Il est à Abidjan. Ah, il est à Abidjan. Parlons déjà il est en Côte d'Ivoire. Parlons déjà du jeune qui est ici. Ensuite, on parlera de l'autre, de la diaspora. La diaspora. Oui. S'il est à Abidjan, qu'il ne regarde pas que Abidjan. Il peut avoir des opportunités ailleurs dans le pays. Et demain, l'agriculture qui a fait le succès de ce pays sera encore le secteur le plus profitable. Parce que nous sommes en train de nous urbaniser et le prix des denrées alimentaires qui est en augmentation aujourd'hui, ne croyez pas que ça va baisser. Ça a pris une tendance haussière, en plus amplifiée avec la crise en Europe, notamment la crise ukrainienne. Vous avez des biens, des produits agricoles, des produits vivriers qui coûtent cher aujourd'hui et qui vont continuer de coûter cher. Mais c'est maintenant que le monde paysan, que le monde agricole rentre vraiment dans ses fonds. Parce que jusque-là, on est content de manger moins cher, mais il faut accepter de pouvoir manger plus cher. Parce que on cultive de plus loin et il y a de moins en moins de main-d'œuvre affectée à l'agriculture et de plus en plus de besoins par rapport à une population grandissante. Donc si vous êtes dans l'agriculture, vous avez une bonne opportunité. À l'époque, on avait commencé un programme dans notre groupe qui s'appelait la retraite verte. Trouver des terres plantées aujourd'hui au moment de votre retraite en tant que cadre, en tant que fonctionnaire et tout ça, vous allez bénéficier de la retraite verte, c'est-à-dire des produits agricoles. Intéressant. Celui qui est dans la diaspora, il peut faire la même chose. il peut faire la même chose. Ouais. Et c'est une bonne raison de rentrer au pays demain. Après, nous restons un pays en construction. Donc tous les secteurs devraient être porteurs. Oui. On ne devrait pas connaître de crise économique durable comme par le passé
tout simplement parce qu'il y a des problèmes politiques. Un pays en construction amène les entreprises en construction à gagner, les infrastructures, tout fonctionne. Donc on devrait connaître une croissance soutenue pendant plusieurs décennies jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de développement, de construction, de saturation. Mais on en est bien loin, bien loin, bien loin. Mais on y croit. Mais on y croit et on va se battre pour. Il faut. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir accepté de nous recevoir pour cet épisode spécial de notre podcast. Qui j'espère aura permis aux uns aux autres de mieux te connaître, de t'entendre te prononcer sur des thématiques peut-être inhabituelles, du moins sur lesquelles tu ne t'exprimes peut-être pas très souvent. Et puis tu seras avec nous à Back to Africa dans quelques semaines pour parler justement à la diaspora et du retour en Afrique. On est très très heureux de t'avoir et on a hâte de t'entendre. Merci. Non, mais c'est nous qui te remercions. J'ai hâte d'y être et puis... la diaspora est une richesse pour nous. Et il faudrait savoir la faire revenir, la convaincre, pas seulement économiquement, mais cet environnement politique, social n'est plus favorable. Elle a été confrontée à cela. Donc en apportant, elle ne doit pas apporter que de l'économie, que de l'argent. Elle apporte plus d'exigences démocratiques, plus d'exigences institutionnelles. Elle doit pouvoir relever le niveau. Tout à fait. Tout à fait. Ce serait bien un coup d'État de la diaspora. Ça me rappelle, pour sortir, une discussion que j'avais avec un aîné et qui disait, en parlant des extrêmes droites qui passent leur temps à dire qu'il faut que les Africains rentrent chez eux et ainsi de suite. Et il disait que la meilleure chose qui puisse arriver à l'Afrique, ce serait que de force, on renvoie la diaspora en Afrique. Et au début, on ne comprenait pas. Il disait, mais justement, parce que si ces gens-là arrivent en Afrique, le changement va être obligatoire. S'ils sont nombreux, en tout cas, le changement va être obligatoire. Du coup, pour qu'il y ait cohabitation, oui, tout à fait. Il va falloir qu'il y ait un changement. De ce côté-là, oui. Ouais. De ce côté-là, oui. Ils ne pourront pas supporter, ils ne pourront pas accepter, ils ne pourront pas baisser les bras face à ce qu'ils vont voir et ils vont se battre pour que ça change. Merci beaucoup. Et puis on va réexporter les coups d'État ailleurs. Ah c'est vrai que c'est le mot à la mode maintenant. Coup d'État. Et bon, en tout cas... Le président Oufoué avait dit une belle phrase, d'ailleurs, on n'a pas besoin de révolution, on a besoin d'évolution. Évoluons. Ouais. Évoluons, ça veut dire développons-nous, industrialisons-nous, enrichissons-nous. Je t'ai pas posé de question dessus, mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres éditions, peut-être sur effectivement, on a beaucoup parlé d'industrie, mais peut-être parler aussi des startups, de la technologie, parce que c'est un secteur qui a beaucoup été utile à l'Asie, beaucoup, qui d'ailleurs aujourd'hui défie clairement l'Occident dans plusieurs... La Chine est le leader dans la 5G, par exemple. Et les jeunes Africains peuvent avoir leur mot à dire aussi dans le domaine de la technologie, en tout cas, et des startups. Ça commence à venir. Et je pense que dans les prochaines années, il y aura certainement là-dedans des viviers à tout à fait. Développer. Tout à fait. Okay. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous arrivons au terme de notre podcast spécial avec Jean-Louis Billon. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Au contraire, c'est de la divergence que l'on s'enrichit dans les commentaires. Vous vous exprimez, vous nous dites avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Ce qui vous a le plus marqué dans cette interview un peu spéciale dans laquelle on a parlé finalement de beaucoup de sujets que j'aurais du mal à récapituler ici, mais il y a vraiment de quoi faire en fonction de vos appétences. Dites-nous dans les commentaires ce qui a été vraiment intéressant pour vous et ce sur quoi vous voulez peut-être qu'on puisse discuter avec Jean-Louis lors de la prochaine émission que l'on fera, parce qu'on fera une émission sur son parcours aussi, sur lequel il a été très discret aujourd'hui, mais dans la prochaine émission, j'espère qu'on aura plus d'éléments conscients pour comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il a bâti, qu'est-ce qu'il a façonné, comment il perçoit le monde et d'où tout ça est né, et puis surtout comment est-ce qu'aujourd'hui ça impacte l'homme qu'il est devenu. Mais ça, ce sera dans le cadre d'une autre émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure,
pour une autre édition de C'est juste une question de temps, le podcast des Moneymakers qui parle d'argent avec les gens qui en font. D'ici là, ciao.